Samedi, Melania Trump a témoigné. Pas derrière une porte close, pas lors d'une déposition discrète, pas à travers une simple déclaration écrite. Elle a témoigné devant la Cour suprême, sous serment. Et selon les documents déposés jeudi soir, 1,2 milliard de dollars ont été gelés. 17 propriétés ciblées, 347 comptes bancaires répartis sur 6 juridictions identifiées. Vendredi matin, les US Marshals ont commencé à exécuter les ordres de saisie. J'ai lu les dépôts depuis leur publication. 14 pages de transcription, 380 pages d'annexes. Et ce que j'y ai trouvé dépasse largement les titres des médias. L'ancienne première dame ne s'est pas contentée de répondre aux questions. Elle a fourni des documents, des communications internes, des relevés financiers couvrant 8 années. Et les 9 juges, tous sans exception, ont émis une ordonnance d'urgence moins de 4 heures après la fin de son témoignage. Ce genre de rapidité n'existe pas par hasard. Un peu de contexte, Melania Trump, première dame de 2017 à 2021, puis à nouveau depuis 2025. Avant cela, mannequin entrepreneuse, connue pour avoir maintenu le profil public le plus discret parmi les premières dames modernes. Elle a été assignée à comparaître dans le cadre d'un recours constitutionnel concernant l'immunité présidentielle et la confiscation d'actifs liés à plusieurs mises en accusation fédérale. Il y a 2 semaines, la Cour suprême a accepté d'entendre des arguments d'urgence sur la question suivante. Des actifs saisis peuvent-ils être conservés pendant que les appels sont en cours ? Il y a 10 jours, le procureur spécial a déposé une requête demandant le témoignage de l'épouse, affirmant que Melania détenait une autorité de signature sur 14 comptes offshore. 5 jours plus tard, la Cour a validé la requête malgré les objections. Mercredi, Melania Trump est entrée dans le bâtiment de la Cour suprême à 7h14 du matin par une entrée privée. Elle n'est ressortie qu'à 18h47. Ce que personne n'attendait, c'est qu'elle n'invoque pas le privilège conjugal. Elle n'a pas invoqué le 5e amendement. Elle a répondu à toutes les questions, son équipe juridique était présente. Selon plusieurs journalistes autorisés à assister à l'audience, l'avocat principal semblait physiquement éprouvé dès la pause déjeuner. À la fin de son témoignage, le président de la Cour a convoqué immédiatement une conférence interne. 4 heures plus tard, des ordres de saisie d'urgence étaient signés. Vendredi matin, les marshals se sont déployés. Premier document clé, page 47, du dépôt. Il est indiqué que le témoin a fourni des preuves documentaires de 17 virements effectués depuis des comptes détenus conjointement avec son époux, pour un total de 847 millions de dollars transférés vers des entités à Chypre, en Suisse et aux îles Caïmans entre mars 2025 et janvier 2026. Ce n'était pas une interprétation, c'est le texte officiel. Ces transferts ont eu lieu après que des ordonnances de gel d'actifs avaient été émises par la justice fédérale. Page 112, confirmation bancaire horodatée démontrant que certains virements ont eu lieu 5 jours seulement après l'ordonnance de gel initiale de novembre 2025. Le 14 novembre, gel ordonné. Entre le 19 novembre et le 3 décembre, 847 millions déplacés. Décembre à janvier, 340 millions supplémentaires transitent via une société du Nevada. Ensuite, page 189, pièce K, Melania déclare avoir signé des autorisations de transfert sans connaître leur contenu précis. Elle affirme qu'on lui a présenté ces documents comme des formalités de routine. Elle explique ne pas avoir été informée que ces fonds étaient soumis à une ordonnance judiciaire. Mais elle fournit tout de même les preuves. Ses propres avocats auraient tenté d'empêcher la transmission de cette pièce. Le juge a rejeté l'objection, elle a insisté pour la soumettre. Page 203, elle explique qu'en janvier, elle a constaté des incohérences entre ce qui lui avait été expliqué et ce qui apparaissait dans les relevés. Elle a alors consulté un avocat indépendant distinct de l'équipe juridique familiale. Cet avocat lui aurait conseillé qu'en l'absence de coopération, elle pourrait s'exposer personnellement à des poursuites pénales. Elle a choisi de coopérer. Le dépôt précise que le témoin a démontré une constance dans la transmission d'informations allant à l'encontre de ses intérêts personnels et familiaux, ce qui renforce son évaluation de crédibilité. Conséquence immédiate, examen de conformité ordonné. Les marshals chargés d'exécuter les saisies sur toutes les propriétés reliées au transfert. Mar-a-Lago, 6h12, Trump Tower, 7h34, Bedminster, 8h15. 7 autres propriétés avant midi. Valeur estimée gelée en 36 heures, 1,2 milliard, page 211, pièce finale. Note manuscrite de Melania relatant des conversations du 14 décembre, une phrase partiellement visible dans la version publique. On m'a dit de ne pas m'inquiéter. L'avocat s'en occupe. L'ordonnance ne nous concerne pas. Documentation contemporaine. Voilà pourquoi la Cour a agi aussi vite. Mais il faut aussi examiner l'autre côté. Les partisans de Trump affirment que ce témoignage est le fruit d'une contrainte. Ils rappellent que Melania a été assignée, qu'elle n'a pas témoigné spontanément. Ils invoquent le privilège conjugal, principe ancien, visant à protéger la relation matrimoniale contre l'intervention de l'État.
Certains élus dénoncent une criminalisation du mariage. Des constitutionnalistes soulignent que le mécanisme utilisé pour obtenir ce témoignage pourrait faire jurisprudence pendant des décennies. Il est également avancé que Melania pourrait chercher à se protéger elle-même. Les signatures figurent sur les documents. Une coopération pourrait ouvrir la voie à une immunité partielle ou totale. Aucun accord d'immunité n'apparaît explicitement dans les dépôts publics. Ce qui est certain, c'est qu'après son témoignage, un autre dossier a été enregistré tard jeudi soir. Référence 24-1847. Il s'agit d'un renvoi pénal concernant 3 avocats impliqués dans les transferts. Vendredi matin, 2 d'entre eux ont tenté de quitter le territoire via Teterboro. Passeport bloqué. Placé en détention, le 3e s'est rendu volontairement. Les charges évoquent obstruction et participation à des transferts en violation d'ordonnances judiciaires. La stratégie semble claire, remonter la chaîne des responsabilités. Des experts estiment que la coopération de Melania correspond au schéma classique d'un témoin cherchant à limiter son exposition pénale. D'autres considèrent que le fait d'avoir fourni davantage que requis renforce sa crédibilité. Même certains juristes, traditionnellement favorables à Trump, reconnaissent que la transmission volontaire de la pièce K fragilise considérablement l'argument de coercition. La rapidité des saisies suggère que la Cour craignait une fuite d'actifs, et les tentatives de départ des avocats semblent confirmer cette inquiétude. Au-delà du cas spécifique, cette affaire crée un précédent. Témoignage conjugal au plus haut niveau judiciaire. Saisie immédiate, post-témoignage, renvoi pénaux d'avocats en cours de procédure. Les implications dépassent le cadre politique. Elles touchent à la pratique du droit, à la gestion d'actifs internationaux, à la responsabilité des conseillers juridiques. Aujourd'hui, 17 propriétés sont juridiquement gelées. Des centaines d'employés se retrouvent dans l'incertitude. Les marchés ont réagi brièvement avant stabilisation. La réaction officielle de l'équipe Trump parle de témoignages sous contrainte et de persécutions coordonnées. L'avocat indépendant de Melania affirme au contraire qu'elle a témoigné librement et avec transparence. La fracture est publique. Ce qui reste incertain, existe-t-il un accord d'immunité non divulgué? Pourquoi cette coopération intervient-elle maintenant? D'autres membres de la famille seront-ils convoqués? Lundi matin, audience d'inculpation des 3 avocats. Mardi, audition parlementaire sur la gestion des actifs exécutifs. La suite dépendra de ces développements. Ce qui est certain, c'est que les documents existent. Les signatures existent, les virements existent, les saisies sont en cours. Et la Cour suprême a choisi d'agir en quelques heures, ce qui en dit long sur la gravité perçue des éléments présentés. Ce n'est plus une bataille médiatique, c'est un dossier judiciaire en mouvement. Et ce mouvement ne fait que commencer. Et c'est précisément à ce moment-là que l'affaire bascule d'un simple contentieux financier à une crise institutionnelle. Parce que ce qui est en jeu désormais, ce n'est plus seulement la légalité de transfert d'argent. C'est la question du contrôle. Qui savait quoi? Qui a autorisé quoi? Qui a couvert quoi? Lorsque la Cour suprême agit en 4 heures, cela signifie une chose très simple. Elle considère qu'un délai supplémentaire représente un risque immédiat, pas un risque théorique, un risque concret. Et ce risque, selon les éléments déposés, s'appelle dissipation d'actifs. Dans les procédures de confiscation fédérale, le facteur déterminant est toujours le même, la probabilité que les fonds disparaissent avant le jugement définitif. Les juges ont lu les confirmations bancaires, ils ont vu les dates, ils ont constaté que les transferts ont continué après l'ordonnance de gel. À partir de là, leur marge d'hésitation devient inexistante. Ce qui frappe également, c'est la cohérence chronologique. Les transferts ne sont pas isolés. Ils suivent un modèle. Chaque fois qu'un tribunal avance d'un pas, une nouvelle entité apparaît. Une nouvelle société écran, un nouveau canal bancaire, une nouvelle juridiction. Ce type de séquence ne ressemble pas à une erreur administrative. Il ressemble à une stratégie de contournement. Mais la question la plus lourde reste celle de l'intention. Si Melania affirme qu'elle ignorait la portée juridique des documents qu'elle signait, cela introduit un élément fondamental. La dissociation entre signature et compréhension. En droit pénal financier, cette distinction est centrale. Signer ne signifie pas automatiquement participer volontairement. Encore faut-il prouver la connaissance et l'intention frauduleuse. C'est précisément sur cette ligne que la défense va tenter de se repositionner. Les avocats de l'équipe Trump vont probablement soutenir que les transferts étaient des restructurations internes légales mal interprétées dans un contexte politique tendu. Ils diront que l'ordonnance de gel était partielle, qu'elle ne couvrait pas certaines structures, que la lecture des procureurs est extensive. Mais le problème reste les dates. Le 14 novembre, l'ordonnance tombe. Le 19 novembre, les premiers flux repartent. 5 jours. Dans un univers judiciaire, 5 jours, c'est presque simultanéité. Et quand on ajoute à cela les notes manuscrites du 14 décembre, avec la mention explicite de l'ordonnance évoquée et minimisée, l'argument de l'ignorance devient plus fragile.
C'est pour cela que la coopération de Melania change tout. Sans ces notes, il n'y aurait qu'un débat technique. Avec ces notes, il y a une trace écrite contemporaine. Et les juges savent qu'une note prise au moment des faits vaut plus qu'un témoignage reconstruit des mois plus tard. Autre élément déterminant, la chaîne de conseil juridique. Les 3 avocats arrêtés ne sont pas des exécutants secondaires. Ce sont des spécialistes des montages transfrontaliers, des professionnels rompus aux subtilités des juridictions offshore. Quand ce type de profil tente de quitter le territoire dans les heures suivant un témoignage incriminant, cela devient un signal d'alerte maximal pour le parquet. Le ministère public ne vise pas seulement la récupération d'actifs, il vise la démonstration d'un schéma organisé. Et si un schéma organisé était retenu, alors l'affaire change de catégorie. On ne parle plus de violation isolée d'ordonnance, on parle d'entrave et de coordination. Dans ce cas, la portée pénale peut s'élargir. C'est là que l'on comprend pourquoi certains experts parlent d'une échelle. On commence par les conseillers, on consolide les éléments, puis on examine les niveaux supérieurs. Ce type de progression est méthodique, et c'est exactement ce que les observateurs aguerris reconnaissent dans la séquence actuelle. La dimension politique, elle, complique tout. Les partisans voient une attaque institutionnelle, les opposants voient l'application stricte de la loi. Mais le tribunal ne raisonne pas en termes de popularité. Il raisonne en termes de preuves, et les preuves, pour l'instant, sont matérielles. Relevés bancaires, horodatage, signatures, notes manuscrites. À cela s'ajoute un élément rarement évoqué, la pression internationale. Les juridictions comme Chypre ou la Suisse coopèrent différemment selon la nature des demandes américaines. Une fois que la Cour suprême valide une procédure accélérée, les banques étrangères sont beaucoup plus enclines à répondre rapidement. Ce qui signifie que d'autres flux pourraient être révélés dans les semaines à venir. Et si ces flux apparaissent, l'argument d'un incident ponctuel devient difficile à maintenir. Il faut aussi mesurer l'impact symbolique. Une première dame qui témoigne devant la Cour suprême contre l'intérêt direct de son conjoint. Ce n'est pas seulement un épisode judiciaire, c'est un précédent institutionnel. Les futurs cas impliquant des proches de dirigeants seront inévitablement comparés à celui-ci. Les avocats à travers le pays observent cette affaire avec une attention extrême. Parce que si les conseillers peuvent être inculpés en pleine procédure pour avoir conseillé des transferts jugés litigieux, cela modifie la manière dont les cabinets traiteront les dossiers sensibles. L'effet dissuasif dépasse le cadre politique. Il touche la profession juridique elle-même. Et c'est là que l'on comprend que l'enjeu ne se limite pas aux 2 milliards gelés. L'enjeu, c'est la capacité du système à agir rapidement lorsqu'il estime qu'un risque de fuite existe. Pendant des années, les critiques ont reproché aux institutions judiciaires leur lenteur face aux dossiers impliquant des figures puissantes. Cette fois, la rapidité est un manifeste. 4 heures pour une ordonnance, moins de 24 heures pour des saisies, arrestation d'avocats en moins de 48 heures. C'est une démonstration de vitesse procédurale rarement observée à ce niveau. Mais la vitesse comporte aussi un risque, celui d'alimenter les accusations de précipitation. La défense tentera sans doute d'argumenter que l'urgence a privé les accusés d'une pleine capacité de réponse. Ce débat n'est pas clos. Les audiences à venir seront cruciales. Lundi, les chefs d'inculpation détaillés des 3 avocats seront examinés. Mardi, la commission parlementaire sur la gestion des actifs exécutifs cherchera à comprendre comment des structures offshore ont pu persister malgré des contrôles renforcés. Et au centre de tout cela, la position de Melania restera scrutée. Si aucun accord d'immunité n'émerge, son geste apparaîtra comme un acte de protection personnelle face à un risque pénal réel. Si un accord est révélé, l'analyse changera. Dans les 2 cas, la coopération a déclenché un mouvement irréversible, car une fois que les pièces d'Adia sont versées au dossier public, elles ne disparaissent plus. Les juges ont désormais une base documentaire. Les procureurs disposent d'un fil conducteur. Les conseillers juridiques sont sous pression. Et l'opinion observe. Ce type d'affaire ne s'éteint pas en un cycle médiatique. Elle se prolonge par des mois d'expertise, de contre-expertise, de motions, d'appels. Mais la dynamique actuelle montre une chose claire, le système n'attend plus, il avance, et chaque jour apporte une nouvelle couche de complexité. Ce qui était initialement présenté comme un débat technique sur la portée d'un gel d'actifs est devenu une interrogation plus vaste sur la responsabilité individuelle au sein d'une structure familiale et politique puissante. Les prochaines semaines diront si cette séquence aboutit à de nouvelles inculpations ou à une stabilisation juridique. Mais une certitude demeure. Les décisions prises mercredi ont ouvert une phase que personne ne pourra refermer discrètement. Les documents sont là, les ordonnances sont exécutées, les procédures sont enclenchées. Et désormais, chaque acteur impliqué sait que le moindre mouvement sera examiné à la lumière de ces 380 pages d'annexes. L'histoire ne se résume plus à des déclarations publiques. Elle se joue dans les pièces versées au dossier. Et pour l'instant, ces pièces parlent d'elles-mêmes.